Alors, on vient donc de découvrir un petit peu quel pouvait être l'accompagnement du gouvernement dans les dispositifs à travers le domaine du travail, mais aussi de la formation et également au travers de la loi Pacte. Et on comprend bien que cette quête de sens qu'on évoquait en introduction, qui est aussi évoquée comme le point clé de toutes les démarches, implique aujourd'hui vraiment une réflexion autour de l'intérêt général, autour de qu'est-ce que ça impacte sur cet intérêt général. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est justement qu'est-ce que ça implique pour les citoyens aujourd'hui lorsqu'on les interroge. Et c'est ce que nous allons voir dans cette première table ronde, dont le titre est « Une société en quête de refondation, contexte, évolution, attentes et tendances ». Et pour débattre sur ce sujet, j'invite trois personnalités à me rejoindre. La première, Nadia Beuglin, directrice déléguée à la transformation de l'entreprise. Je vous remercie de l'applaudir. Karine Bidard, directrice générale, installez-vous Nadia, directrice générale de l'Agence parisienne du climat. Bonjour. Et enfin, Franck Lebug, directeur général d'AFNOR Certification. Franck, je crois que vous avez aussi un invité. Surprise. Alors, on va rajouter une chaise. Donc, Régis Olagne de BVA à nous rejoindre parce que, peut-être pour lancer un peu les débats, eh bien, on va restituer très rapidement une étude que nous avons menée, que nous avions confiée à BVA sur cette transformation, on peut dire, que représente la RSE. Très bien. Dans l'excellence de service, on parle, les trois mots qu'on utilise, c'est l'enchantement, l'engagement, la transformation. Pour les deux derniers d'entre eux, ces deux mots sont complètement illustratifs de ce qu'est la RSE. Il y a 15 ans, ça illustre parfaitement ce que M. Morel vient de dire, des représentants des pays, des entreprises, des ONG, des consommateurs se mettaient autour d'une table pour dire comment nous pouvons contribuer à ce fameux intérêt général si difficile à définir et apporter notre pierre. Et ça a été le concept de RSE, il y a 15 ans, et qui a donné lieu à la publication il y a 10 ans de la norme, j'y reviendrai, ISO 26000, qui permet aux entreprises de structurer leur démarche RSE autour d'un deuxième complément qui est intervenu il y a 4 ans. Il y a la manière de s'organiser, et puis il y a de se fixer des objectifs. Et donc il y a 4 ans, Global Compact, organisation émanant de l'ONU, définit 17 objectifs de développement durable qu'il va falloir tenir d'ici 2030. Et c'est la combinaison de ces deux aspects, de l'ISO 26000 et des objectifs de développement durable, qui a permis aux entreprises pendant 15 ans de s'organiser. Alors au moment où la loi Pacte a été, donc, pour illustrer ce que M. Morel disait, la normalisation volontaire, le droit souple, tout ce que vous voulez, les termes sont multiples, avait précédé ce que, effectivement, a été dessiné dans la loi Pacte. Et au moment où cette loi Pacte a été dessinée, on a voulu confier une étude à BVA pour quel était le retour des entreprises qui s'étaient engagées. Elles s'engagent parfois à travers des labels, mais pas seulement, vous allez le voir dans l'étude qu'a menée BVA. Merci Franck. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter les principaux enseignements de cette étude que nous avons menée effectivement pour le groupe AFNOR et les éco-exécutives. Dans un premier temps, je vous rappelle juste la façon dont on est intervenu dans cette opération. Oui, je suis un peu plus près du micro. Donc, c'est une enquête qu'on a menée par Internet avec différentes sources. Alors, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu innovant pour nous. On est parti d'un certain nombre de fichiers, certains transmis par AFNOR, certains dont on dispose nous, et puis on a aussi ouvert la consultation sur LinkedIn et on a laissé la possibilité aux gens qui répondaient également de pouvoir transmettre le questionnaire à d'autres. Donc ça nous a permis quand même de diversifier assez fortement les sources pour obtenir au final un échantillon d'un peu plus de 400 entreprises à qui on a demandé, alors au préalable on leur demandait si elles étaient actives ou pas en matière de RSE. Donc dans cette histoire-là, on va rester quand même sur une logique de déclaration. On n'est pas là pour fliquer les gens et savoir si ce qu'ils nous disent est vrai. Mais on a quand même une grande diversité au final de secteurs d'activité et de taille d'entreprise. Et c'est donc un questionnaire qu'on a posé au mois de septembre. Alors,
quels en sont les principaux éléments? On aime bien chez BVA nous travailler sur ce que les gens font plutôt que leurs attitudes. Alors bien sûr, on reste sur du déclaratif, mais on leur posait un certain nombre de questions sur des pratiques qu'ils pouvaient réaliser en matière de RSE, donc aussi bien sur le plan environnemental que social ou économique. Et globalement, en regardant en fait ces déclarations, on avait 21 propositions. On s'aperçoit qu'il y a ce chemin de l'engagement RSE, c'est un chemin qui est à la fois engageant et en même temps exigeant. Alors exigeant parce qu'effectivement, et on le reverra tout à l'heure, mais quel que soit le niveau où l'on est, c'est compliqué. Et même si on peut quand même considérer que cette complexité, elle s'atténue au fil de l'avancement, et cette complexité, elle change d'enjeu, puisque dans un premier temps, on verra que le premier sujet, c'est comment j'engage les gens autour de moi, comment je convainc et je mobilise en interne pour que les gens rentrent dans le dispositif. Et au fil de l'eau, cette complexité, elle va plus se traduire sur la complexité des sujets que l'on va traiter. Et donc, plus on avance, plus les sujets sont compliqués et plus on va avoir besoin, là, pour le coup, de support technique. Globalement, on a imaginé et on a finalement distingué 4 niveaux de maturité. Alors, on a choisi de les caractériser par finalement des images autour du développement de l'arbre, qui est finalement pas mal au cœur de nos représentations d'aujourd'hui, et notamment dans la ville. Le premier niveau de maturité, c'est ce qu'on appelle les jeunes pousses, et là, ça touche 12% des entreprises qui ont répondu à l'enquête. Le deuxième niveau, ce sont les arbustes, 23%. Le troisième, les peupliers, à 38%, et puis les chênes à 27%. Alors, comment on caractérise chacun de ces niveaux? Dans un premier temps, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on rentre dans le cheminement souvent par opportunité. Alors, ce sont des opportunités qui peuvent être descendantes ou montantes. Descendantes lorsque c'est le choix d'un directeur d'entreprise, mais souvent aussi la volonté de rebondir sur des initiatives individuelles portées par des collaborateurs. Et donc, finalement, on rentre dans cette logique-là de pouvoir rebondir sur des bonnes pratiques ou des bonnes idées, et on va être sur un niveau de 5 ou 6 actions réalisées, principalement sur des sujets un peu plus faciles d'accès, soit sur l'univers de l'environnement, soit économique, et on est sur des entreprises plutôt de taille un peu plus petite. Lorsqu'on passe à l'étape suivante, finalement se pose la question de professionnaliser et rationaliser les actions. Donc on va étendre son champ d'action et on va se mettre en conformité avec la réglementation sociale ou environnementale. Et donc là, on va être sur des entreprises qui sont engagées dans une moyenne de 3 à 4 ans pour environ 9 à 10 actions sur les 21 qu'on leur proposait. Et puis l'étape d'après, et là pour moi il y a vraiment un seuil, c'est le choix finalement de la singularité. Et donc, c'est la volonté, au-delà de la réglementation, de choisir des combats qui peuvent être portés plus ou moins fortement par les gens de l'entreprise, sachant qu'effectivement, on va être reconnu plus ou moins fortement par le choix d'un axe ou de plusieurs axes sur lesquels on va vouloir marquer plus fortement son effort. Donc là, c'est l'étape des peupliers. Et enfin, l'étape des chênes, c'est je comble les trous et finalement, je m'engage là où, globalement, je n'ai pas encore été très actif. Et là, on va trouver des sujets un peu plus compliqués. Alors, on va trouver curieusement plutôt à ce niveau-là les achats responsables. On va trouver tous les sujets autour de l'économie circulaire, également les actions plus précises sur la protection de la biodiversité. Donc des sujets à fond un petit peu plus techniques. On va trouver un peu plus dans cette démarche-là également les entreprises qui ont choisi la labellisation, puisqu'effectivement, plus on avance dans le cheminement, plus on va trouver des gens qui sont aussi dans un enjeu de valorisation des actions qu'ils ont pu engager. Donc on est finalement dans une dynamique d'amélioration et de diversification et de complexification des pratiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme je vous le disais, c'est quand même compliqué. Au global, 41% des gens seulement nous disent que c'est facile. Mais ce qui est quand même rassurant, c'est que plus on avance et plus finalement cette difficulté s'atténue. Comme si finalement on trouvait les codes pour pouvoir avancer un peu plus facilement. Les principales difficultés qui sont évoquées, c'est assez naturellement le manque de temps dans un premier temps et les difficultés à mobiliser en interne, et ça notamment au début du parcours. Et puis ensuite on va trouver, et là pour le coup un peu plus loin dans le parcours,
des problèmes de manque d'expérience ou de besoin de support technique ou d'accompagnement. Donc à chaque étape, des besoins d'accompagnement pour pouvoir passer à l'étape suivante. Alors ce qui a fait que, effectivement, on pense qu'on n'est absolument pas hors sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a évidemment un enjeu d'engagement des collaborateurs dans une démarche RSE. Et ce qu'on a pu mesurer dans les bénéfices des entreprises qui s'engagent, encore une fois, qu'elles se fassent labelliser ou qu'elles n'aillent pas jusque-là, qu'elles s'auto-structurent, eh bien, on a remarqué effectivement dans l'étude que les tout premiers bénéfices que l'on obtenait, il est évident, c'est que l'on renforce, elles ont toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et c'est parmi les premiers bénéfices, comme Régis le souligne, eh bien effectivement, c'est que cela renforce, une démarche RSE renforce l'engagement des collaborateurs pour 80% des entreprises qui ont été sondées. Voilà. Donc quand on parle d'engagement des collaborateurs, de transformation en associant les collaborateurs, une démarche RSE engagée souvent pour les chaînes, les entreprises chaînes depuis plus de 8 ans, est quelque chose qui a porté ses fruits au niveau de l'engagement des collaborateurs. Ensuite, on va retrouver sur des choses qui intéressent évidemment les dirigeants à travers la RSE, de développer son attractivité et, si on arrive à le faire fonctionner, non. Oui, d'innover, un aspect sur l'innovation, parce qu'évidemment, on libère un petit peu les énergies avec la démarche RSE et se démarquer de la concurrence, avec le danger que, je crois, une des questions formulait, il peut y avoir du RSE washing, évidemment. Et c'est une des remarques que font souvent les ONG en disant cette RSE, elle a quand même une faiblesse, lorsqu'elle est simplement auto-déclarée, c'est qu'effectivement, on peut avoir de la pure communication. Et donc, se démarquer de la concurrence est une chose, mais qu'on vérifie les engagements est aussi une démarche plus impliquante pour ces entreprises. Voilà, donc c'est un point important, et comme on l'a dit, effectivement, eh bien, cet effet d'engagement des collaborateurs, elle a lieu dès les jeunes pousses, dès qu'on démarre la démarche RSE, on a cet engagement des collaborateurs qui, effectivement, se renforce très rapidement. Alors, je vais conclure là-dessus pour ensuite, j'imagine, faire réagir les participants de la table ronde. Il y a un texte fondateur qui a précédé la loi française, effectivement, qui s'appelle ISO 26000. Et pour 93% des entreprises qui ont été sondées, à nouveau, elles ne sont pas toutes labellisées ou certifiées ou évaluées. Quand on leur demande quel est le texte fondateur sur lequel qu'elles s'auto-appliquent pour structurer la démarche RSE, elles citent l'ISO 26000, ce texte international qui permet aux entreprises d'aller dialoguer avec, on parlait aussi, Raphaël posait une question sur le vol international, lorsqu'on parle ISO 26000, on peut aller en Chine jusqu'aux États-Unis pour parler de cette norme et dire qu'on est effectivement conforme, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas on structure sa démarche. Et puis le deuxième évidemment, c'est les ODD que je ne cite pas là. Alors l'ISO 26000, elle est en pleine actualité puisqu'effectivement il est proposé que ce texte devienne un texte de référence au niveau de l'Europe, parce qu'on ne va pas pouvoir passer cette loi Pacte au niveau européen, ça viendra peut-être un jour. Mais donc, elle est en pleine actualité. C'est l'Italie aujourd'hui qui pousse cette orientation et elle va connaître une révision parce qu'elle a déjà 10 ans. Et 10 ans en matière de RSE, je peux vous assurer que les préoccupations, j'allais dire hélas, des gens qui se sont mis autour de la table il y a 10 ans, ne sont pas tout à fait peut-être les mêmes qu'aujourd'hui avec les impacts que l'on voit. Et donc, il y a une actualité très forte au niveau français, parce que oui, j'ai oublié l'essentiel. Les travaux sont certes portés au niveau international, mais c'est la France qui a porté le leadership, donc l'esprit de service France, la RSE, il y a 15 ans, c'est une initiative française qui a porté ce travail au niveau international à l'ISO, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une volonté de la France de reprendre le lead pour mettre à jour cette norme internationale et faire part des préoccupations actuelle. Voilà, et je remercie BVA de son implication. Merci à vous deux. Franck, je vous propose de nous rejoindre avec la petite zapette, si ça ne vous dérange pas. Et là, du coup, je vais me tourner vers Nadia et Karine et pour vous faire réagir, mesdames, à cet exposé et à ces premiers éléments chiffrés, en tout cas, sur le sentiment et aussi les actions entreprises au sein des différentes sociétés. Je commence ? Nadia, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Et puis merci pour ces quelques chiffres qui sont encourageants. Si je devais en retenir quelque chose, c'est que la RSE, c'est auto-stimulant. C'est-à-dire que
plus vous en faites, plus vous avez envie d'en faire. Et ça, c'est quand même assez magique dans un monde où, on va dire, des thèmes d'adhésion des collaborateurs sont quand même pas si nombreux que ça, hein. Vous avez bien montré qu'on commence par quelques sujets, puis on a une vision plus systémique. On n'a pas forcément insisté sur ce qui me semble être une difficulté que les uns et les autres ont pu rencontrer, en tout cas que nous, on a rencontré, qui est le passage à l'échelle. Comment on passe d'un petit cercle de gens convaincus avec des actions certes sympathiques, mais qui ne changent quand même pas le modèle d'affaires de l'entreprise, quelque chose d'un peu plus systémique qui va jouer sur l'offre de produits et de services. Il en va bien entendu de l'implication du management, du portage. Il en va aussi, comme le disait l'intervenant précédent, de la quête de sens et de notre capacité à traduire dans les missions de chacun cette RSE et que ce ne soit pas juste une couche de reporting supplémentaire, parce que ça c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment, ou une couche de com supplémentaire ou attachée à un individu ou à un type de management. Voilà, sur l'aperçu global. Merci. Et vous, Karine ? Merci également pour cette présentation, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a un élément, enfin moi l'élément que j'ai retenu, c'est que les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des cabinets qui sont spécialisés, qui font un bon boulot. Et je pense qu'il y a des briques complémentaires qui peuvent être intéressantes. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'intérêt général. Quand une grande entreprise est présente sur un territoire, je pense qu'elle a besoin de s'en rapprocher également, ou en tout cas de se rapprocher de la collectivité qui est en place. Et je pense à ça parce qu'on a la chance d'être quand même dans la ville qui a la plus forte concentration de sièges sociaux des entreprises du Fortune 500. Je parle de la ville, c'est évidemment à l'échelle de la région. Donc il y a énormément de grandes entreprises et beaucoup d'entre elles sont présentes aujourd'hui. Et ces entreprises, elles sont sur un territoire et je dirais globalement, et là c'est c'est sous l'angle de l'Agence parisienne du climat que je parle évidemment, mais on voit que ces entreprises, elles ont envie de s'engager aux côtés du territoire et donc de renforcer cet ancrage avec le territoire, de se connecter vraiment avec cette notion d'intérêt général au-delà des grands objectifs qui sont fixés par exemple quand on parle des ODD. Et concrètement, la ville de Paris, par exemple, elle a lancé ce qui s'appelle le Paris Action Climat. C'est un dispositif qui a été donc lancé en 2012 et qui a justement pour propos de répondre un peu à cette attente de connexion entre les entreprises et leur territoire. Et donc, cette initiative, elle permet à ces entreprises de s'engager dans une charte qui s'appelle la charte Paris Action Climat et de travailler justement aux côtés du territoire pour faire en sorte que ces objectifs, que cette démarche RSE, elle ait vraiment du sens localement. Ça veut dire concrètement participer aux objectifs. Là, en l'occurrence, on parle du plan climat. C'est quelque chose qui n'est pas politique. C'est le plan climat, il a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris pour faire de Paris une ville décarbonée en 2050. Et donc, les entreprises, elles ont le souhait d'être accompagnées, notamment d'avoir des projets. Et donc, on porte avec l'Agence d'écologie urbaine, mais pour l'Agence parisienne du climat, on porte cette initiative de connexion, d'actions concrètes qui sont mises en place entre des entreprises et une collectivité. D'accord. Nadia, du coup, ce souhait justement d'implication des parties prenantes et des citoyens, vous en avez aussi un autre exemple à partager aujourd'hui ? Oui, de manière effectivement complémentaire à cette approche territoriale, je voulais citer le cas du grand débat, parce que j'ai eu la chance l'an dernier d'être mis à disposition quelques mois pour prendre la responsabilité du programme de proximité, c'est-à-dire aller demander à des gens qui n'ont pas l'habitude de le donner leur avis sur un certain nombre de thèmes qui allaient de la fiscalité à la transition énergétique en passant par la gouvernance, les finances publiques, etc. Juste parce qu'on est entre nous, est-ce que ceux qui ont participé de près ou de loin au grand débat peuvent lever la main ? Que ce soit via Internet, via une réunion d'initiative ou au sein de leur entreprise. Une dizaine de personnes. Hein, oui, on est dans le pourcentage à peu près courant. À 10%, c'est ça ? Oui, 10 à 15% selon les salles. Et là, parce qu'on est vraiment entre nous, qui d'entre vous est allé regarder les résultats ou les synthèses ? Eh bien, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. On est souvent devant des
des salles où personne ne lève la main. Ah, Parce que dommage. si tout le monde a envie de donner son avis aujourd'hui, peu sont intéressés par l'avis des autres. Ce qui, en termes de co-construction, peut poser quelques difficultés. Donc, juste pour vous dire que dans le grand débat, s'il y a quelque chose qui a été marquant pour moi, c'est le souhait de participation. On a couru tout le temps derrière, parce qu'on imaginait avoir 2000 réunions d'initiatives locales et qu'il a fallu trouver 10 000 personnes pour les animer, parce qu'une commune sur deux a mis en place des cahiers de doléances, parce qu'il y a eu plus d'1,9 million contributions sur Internet. Enfin, ils ont envie de participer. Hein. On aime ou on n'aime pas, mais ça, c'est un acquis. Et je voulais également citer la principale recommandation, selon moi, du Collège des garants du grand débat, hein, qui était là pour garantir la transparence, l'éthique, la justice, etc., et qui dit que toute personne qui croirait que c'est juste un dialogue entre le citoyen et M. Macron passe à côté de la question, parce que c'est le citoyen qui s'adresse à l'ensemble des organisations publiques, privées, des corps intermédiaires, des corps supérieurs, des corps tout ce que vous voulez, et que toute entreprise, de par justement la qualité des synthèses et le nombre de répondants, a sans doute des choses à tirer de ces synthèses que j'espère vous avoir donné envie d'aller regarder, puisqu'elles sont toujours en ligne. Pour ne vous citer qu'un exemple, c'était 17 conférences régionales citoyennes, donc des gens tirés au hasard, dont, et c'est important, 60% qui n'avaient jamais participé à rien d'associatifs, de vie locale et autres, et bien sûr avec des répartitions hommes, femmes, études, activités et autres représentatifs. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que, mené de manière totalement indépendante, on obtienne une telle convergence des aspirations. 17 conférences, dont 12 sur 17 arrivent en premier, alors que le questionnement n'était pas cadré. Hein. Ils ont discuté pendant une journée et demie pour voir ce qui les intéressait, etc. Un problème de gouvernance. Je veux être associé aux décisions qui me concernent. Et ils disent la même chose sur la fiscalité, d'ailleurs. Hein. Ils disent même pire, ils disent, si je n'y étais pas, ça ne me concerne pas et ça ne s'applique pas à moi, ce qui est très compliqué à gérer en termes de politique publique. Mais toujours est-il que ce souhait de participation, c'est je veux être associé à la gouvernance de la chose et je suis prêt à faire des efforts dès lors qu'on a pris le temps de me les expliquer, qu'à un moment j'ai eu la capacité de faire preuve de mon adhésion. Le deuxième point, c'est le premier sujet technique qui sort et par rapport à mon domaine de compétences, ça nous a étonnés également, l'alimentation durable et de proximité est la chose qui arrive loin devant toutes les autres problématiques environnementales, qu'il s'agisse des déchets, des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique. Voilà, donc tout ça en résumé, avant de vous passer la parole, pour vous dire qu'il y a ce souhait de participation, et ce souhait de participation, c'est plus un souhait de participation du citoyen que du consommateur. Et je ne sais pas quelles sont les incidences que ça peut avoir sur les entreprises, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas se limiter à donner son avis sur le dernier dessert chocolaté ou le moelleux du lit XXL de tel et tel hôtel. Hein. Il y a vraiment une envie d'implication et elle est d'autant plus forte qu'on est dans un climat que vous connaissez qui est d'une défiance totale vis-à-vis de tout ce qui est qualifié d'élite ou de décideur. Et que l'entreprise qui aujourd'hui dirait « je suis le meilleur, je suis responsable, croyez-moi, et la RSE, j'en ai toujours fait », n'est visiblement pas en accord avec la société actuelle. C'est juste une réaction par rapport, parce qu'il y a un lien direct avec ce qu'on a présenté dans l'étude. C'est que lorsqu'on organise un débat, et je considère que la RSE, c'est finalement donner l'accès aux collaborateurs pour participer à la gouvernance de l'entreprise. Le pire, c'est d'après ces débats-là, de ne pas donner de suite. Et si on obtient l'engagement des collaborateurs, c'est parce que l'entreprise s'est structurée pour donner une suite, donner des résultats et faire une démarche qui va être dans le temps. Le pire, mais je suis rassuré par les propos de M. Morel, serait qu'effectivement, il n'y ait pas de suite à cela et que les citoyens au niveau de la grande entreprise qu'est la France ne se sentent pas embarqués dans les choix et qu'ils ne voient pas l'action dans la durée. Donc il y a un lien complet, je pense, entre ce que vous venez de dire
sur le grand débat et ce qu'on observe dans les effets bénéfiques de la RSE en associant les collaborateurs à la gouvernance de l'entreprise. Très bien, mais alors du coup, est-ce qu'on ne serait pas à un tournant réellement de la RSE aujourd'hui? Personnellement, j'ai toujours un peu de mal avec le mot tournant. On a été un bon, tournant alors, un après virage? Rio, Non, on a été un tournant après le film d'Al Gore, on a été un tournant avec Sarko et le Grenelle, on est un tournant avec une adolescente qui explique le pourquoi. Greta, ouais, voilà, et qui est un nouveau tournant par rapport à une autre adolescente de 12 ans aussi, qui, à 27 ans, à Rio, disait à peu près la même chose. À force de tourner. Justement, il y a une répétition voilà, peut-être. il y a une petite répétition et qui n'est pas toujours synonyme d'action. Hein. Donc, on peut continuer à dire c'est super parce que le degré de sensibilisation augmente, parce que le niveau de conscience augmente. Est-ce qu'il y en a un dans cette salle qui pense que les mesures qu'on met effectivement en place dans le domaine privé ou public sont aujourd'hui à la hauteur des enjeux, ne serait-ce que du changement climatique et de la biodiversité? Ouais. Bon, donc déjà, on partage le constat, ce qui est déjà un bon début. Alors, c'est pas parce qu'on est lucide qu'il faut déprimer. Hein. Voilà, on n'a jamais été, bien entendu, aussi conscient, mais on n'a jamais été aussi organisé, structuré, porté par des déclaratifs qui, à un moment quand même, vont aboutir. On n'a jamais été aussi près du mur, ben ça, quand on s'en approche à chaque seconde, forcément, mais conscient qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui va se passer ailleurs et dans plusieurs générations, mais quelque chose qui va se passer ici, maintenant et sous peu. Et donc, voilà, on ne va pas pouvoir supprimer les désordres qu'on voit à l'horizon, c'est clair. On peut ralentir leur arrivée. Et ça, c'est déjà énorme, parce que ça nous donnera une certaine forme de capacité d'adaptation. Hein. Et là où on en est rendu, si un maître mot, c'est continuer à lutter, bien sûr, pour réduire un certain nombre d'impacts, mais c'est surtout commencer à se poser très sérieusement la question de l'adaptation, et quel que soit l'endroit où on se retrouve. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre incidence pour faire le lien avec les ODD, parce que pour moi, c'est pas un truc onusien supplémentaire qu'on n'a pas trop vu passer en France, hein, parce qu'on était tellement sur la COP21 à ce moment-là que la sortie des 17 objectifs du développement durable, Agenda 2030, c'était un peu loin des préoccupations de nos dirigeants. Ceci étant, quand on les regarde, pour moi, ça a un petit côté très pratico-pratique qui peut s'adapter à une nation, à une politique, à une entreprise, voire à un individu, et qui permet quelque part d'avoir cette vision systémique, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut une vision systémique, mais voilà, comment on fait concrètement. Et là, justement, vous pouvez prendre des mesures et vérifier sur un certain nombre d'autres indicateurs que vous n'êtes pas en train de faire des déplacements de problèmes, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui, au quotidien, nos fausses bonnes solutions, là, ils sont repris. On va bien sûr pas rentrer dans le détail. Ils ont été remis sous forme de 6 enjeux prioritaires qui correspondent quelque part à la feuille de route du gouvernement en termes de RSE et de sa raison d'être. Peut-être qu'en appuyant là-dessus, ça va apparaître. On va bien entendu pas le décrire, c'était simplement pour vous citer l'existence de ce texte, mais vous dire aussi que tout récemment à l'ADEME, nous avons sorti 5 bonnes pratiques pour faire de la compensation des émissions carbone qui soient à la fois sincères, fidèles et utiles, hein, parce que c'est bien d'être sincère et fidèle, il faut aussi que ce soit utile pour lutter contre le changement climatique. Ben, clairement, on s'est inspiré de ces 17 indicateurs pour être sûr qu'on n'était pas en train de déplacer des problèmes. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous y plonger, je peux que vous inviter à le faire parce que c'est très très accessible et plein de bon sens. Si on ne parle pas de tournant, du coup, je vais employer un autre terme. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle étape? Et côté Agence parisienne du climat, est-ce que vous avez des exemples, des éléments qui montrent qu'on a franchi aussi un cap, au regard aussi de tous les éléments chiffrés qui conditionnent aussi l'action aujourd'hui? Oui, alors ce que je
Ce que je retiens, c'est que, effectivement, dans la présentation que vous avez faite, c'est qu'il y a une forte aspiration, effectivement, de la population en France et à l'international. On voit bien les mobilisations. Mais il y a aussi là un besoin d'accompagnement. En fait, à l'échelle d'une ville comme Paris, on a coutume de dire que les politiques publiques, elles influencent sur à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des 80% restants? Et en fait, nous, justement, on est là pour essayer d'accompagner la traduction de manière opérationnelle à ces grands objectifs et au fait que, voilà, il y a 80% des émissions de gaz à effet de serre qui dépendent pas directement de la politique publique. Comment est-ce qu'on mobilise les parties prenantes du territoire? Et par exemple, quand on parle de parties prenantes, effectivement, on parle des Parisiennes et des Parisiens. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour eux? On organise, par exemple, des événements où on va leur expliquer comment ils peuvent mettre en œuvre des éco-gestes qui leur permettent de réduire leur impact carbone ou leurs émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie dans leurs appartements. On va expliquer quels sont les impacts des mobilités durables. On a mis en place un partenariat avec Météo France pour décrypter les données climatiques, parce que ces données elles sont parfois assez techniques, et donc on essaye de les rendre plus facilement accessibles, non seulement pour les citoyennes et les citoyens, mais aussi pour les entreprises, par exemple. Donc on travaille assez étroitement avec eux. On va travailler aux côtés de la ville de Paris sur une opération qui s'appelle les volontaires du climat. Donc il y a eu 15 000 personnes qui se sont manifestées suite à un appel qui a été lancé par la ville pour dire moi j'habite à Paris, j'ai envie de m'impliquer aux côtés de la collectivité pour essayer de réduire l'impact des activités humaines, l'impact carbone. Et donc on organise des formations, notamment pour faire de ces gens-là des ambassadeurs auprès de leur propre communauté, de leur cercle d'amis, de leur cercle professionnel, pour essayer d'expliquer justement ce qu'on peut faire au quotidien pour réduire son impact. Nous travaillons aux côtés des entreprises, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure sur la charte Paris Action Climat. Il y a deux autres choses que je voudrais citer. Par exemple, je pense que les entreprises, elles sont vraiment en recherche aussi d'opérations concrètes pour traduire justement ces grandes ambitions. Je vais vous donner un exemple. On travaille avec un énergéticien pour identifier, parce que l'un de nos cœurs de métier est l'accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments à Paris, et on travaille avec un des énergéticiens pour identifier les potentiels d'installation d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Ça a l'air tout bête, mais quand vous considérez le fait qu'il n'y a que 5% de véhicules électriques dans la circulation parisienne, et je ne dis pas que le véhicule électrique c'est l'idéal, loin de moi cette idée, mais c'est un premier pas pour vraiment réduire l'impact carbone. L'idéal, c'est le vélo, c'est la marche à pied, on est d'accord là-dessus. Voilà, exactement comme aujourd'hui. Mais il y a aussi des solutions intermédiaires qu'il faudra prolonger. Mais si on veut déployer, par exemple, les mobilités électriques, eh bien, il y a un problème très simple qui est le problème de la recharge. Les recharges, il ne faut pas installer des recharges rapides dans l'espace public partout parce que ça va sursaturer le réseau ou sursolliciter le réseau. Ce qu'on fait, c'est puisqu'on a une entrée au quotidien auprès des copropriétés parisiennes, on va travailler avec cet énergéticien pour identifier les potentiels de déploiement de ces bornes de recharge. Lentes, j'insiste, parce que c'est une solution. On va travailler aussi aux côtés des startups. Concrètement, moi je co-dirigeais Paris & Co, qui est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris. Les startups sont de plus en plus engagées, les entrepreneurs s'engagent davantage sur les sujets de la transition écologique. Par exemple, on a accompagné l'Agence parisienne du climat en partenariat avec Paris & Co, accompagne une expérimentation qui s'appelle la lisière d'une tierce forêt. C'est un projet de débitumisation d'un grand parking qui se trouve enserré au milieu de barres de HLM à Aubervilliers. Concrètement, l'idée, c'est de transformer cet espace qui crée un énorme îlot de chaleur urbain pendant les périodes de canicule. Les gens qui habitent dans ces HLM autour sont vraiment en souffrance dans leur logement parce que précisément on est sur un phénomène d'îlot de chaleur urbain créé par ce parking qui attire la chaleur. C'est le problème du bitume de manière générale. Il y a 60% de l'espace public à Paris qui est fait de voiries et de chaussées.
de trottoirs et de chaussées. Comment est-ce qu'on fait pour transformer justement ces matériaux pour faire en sorte qu'ils attirent moins la chaleur, qu'ils créent moins des zones d'îlots de chaleur urbains, et puis essayer de les rendre perméables aussi, parce que le problème c'est que ce sont des revêtements qui sont complètement imperméables. Bref, je pourrais en parler des heures, mais l'objectif c'est de pouvoir identifier avec des entreprises, qu'elles soient start-up, qu'elles soient grandes entreprises, PME, des opportunités de transformer la ville. Et ça ne peut pas se faire autrement que sur le terrain. Un autre exemple, quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, à Paris, 50% des émissions de gaz à effet de serre et 50% des consommations d'énergie, c'est le bâtiment. Et bien, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on transforme le bâti? Et aujourd'hui, il y a 90% des bâtiments qui seront en 2050, qui existeront en 2050, qui existent déjà aujourd'hui. Donc l'enjeu à Paris, on parle beaucoup des grandes entreprises qui s'engagent pour construire des bâtiments basse consommation, à énergie positive, etc. C'est très bien. C'est bien la moindre des choses, je dirais, pour toutes les opérations qui sortent maintenant. L'enjeu, c'est de transformer l'existant. Parce que vous voyez, dans Paris, on ne va pas tout raser et tout reconstruire, ça n'a pas de sens. Et c'est le pire qu'on puisse faire. L'objectif, c'est vraiment de faire avec l'existant, de transformer l'existant. On a besoin des entreprises pour accompagner ça. Et nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une partie de mon équipe qui passe ses journées au téléphone ou à rencontrer des copropriétés parisiennes pour les aider à transformer leur logement, leur bâti, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on travaille sur les questions d'isolation, de chauffage, etc. C'est de l'huile de coude. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'autre moyen de faire. Et vous connaissez le système. Pour engager des travaux dans une copropriété, il faut les faire voter par une assemblée générale. Donc là, on commence à comprendre un peu la complexité de l'enjeu de transformation du bâti. Nous, c'est ce qu'on fait. Il y a une partie de mon équipe qui accompagne chacun entre 300 et 400 copropriétés parisiennes. C'est des projets hyper longs parce qu'il faut 5 ans pour faire voter des travaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a besoin d'acteurs comme nous et comme les autres agences locales d'énergie climat pour cranter en fait ces grandes ambitions des plans climat avec la réalité du territoire. Et donc, concrètement, on va déployer des partenariats avec les grandes entreprises parce que cette action, elle est pour partie financée par le secteur public, par la collectivité, par l'ADEME aussi. On travaille en étroit partenariat. Mais ça ne suffit pas au regard des enjeux parce qu'il faut multiplier par 5 au moins le rythme de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est juste un exemple. Et donc, à un moment donné, si on veut transformer et réduire l'impact carbone, il faut y aller dans la dentelle. Et c'est le travail qu'on essaye de faire au quotidien. Super. Si je comprends bien à travers vos différents témoignages, il faut d'abord sensibiliser ce citoyen qui est aussi d'ailleurs consommateur et qui est aussi collaborateur. Et c'est lui, à travers son niveau de conviction et d'engagement, qui fera bouger les choses, en votant dans les assemblées sur les copropriétés, en poussant son entreprise à travers des démarches au départ peut-être singulières, mais qui finiront par transformer le système. Donc voilà, on a la clé, il faut simplement parler, expliquer et convaincre l'ensemble des citoyens qu'il est temps d'agir. Est-ce que vous avez d'autres choses? Oui, j'ai peut-être un mot, mais bon, c'est certainement un prisme, comme je m'appelle, AFNOR certification. Il y a le local, le global, je vais prononcer un gros mot, le multilatéralisme. Il a manqué quelque chose à la COP de Paris, et je ne voudrais pas que ce soit la planète qui soit le certificateur des engagements. Dit autrement, nous avons maintenant des ODD, des objectifs à tenir, nous avons des méthodes, j'ai parlé de l'ISO 26000, mais ce qu'il manque encore aujourd'hui, qui sait qu'il y a une COP en ce moment qui se tient, effectivement, on n'en parle pas du tout. Eh bien, il y a une salle supplémentaire aujourd'hui, et c'est ça qui peut être encourageant, c'est qu'il va falloir qu'on vérifie les engagements. Il faut vérifier l'index égalité homme-femme, qui le fait, il y a une question dans la salle, mais si on extrapole en matière de RSE, il nous manque juste ça. Et il ne faudrait pas que ce soit la planète qui par le nombre de degrés qui sont en train d'être additionnés, soit le certificateur des engagements que les humains prennent. Et donc, il y a une salle à Madrid, effectivement, pour essayer de dire, très bien, ces États qui prennent des engagements, comment on va les vérifier? Il y a des tas de méthodes, des normes comptables, des normes volontaires qui sont possibles, mais c'est peut-être ça qui manquait encore aujourd'hui. Et ne laissons pas une dernière fois, je le répète, la planète certifier nos engagements. Et au-delà de la vérification, peut-être la sanction demain, mais ça c'est après-demain peut-être. Dernière petite question, parce que justement là on donne les pistes de réflexion, on essaye d'ouvrir
le débat sur les expérimentations possibles et sur l'accompagnement que vous pouvez offrir. Mais si je me tourne vers vous, côté ADEME ou côté Agence parisienne du climat ou même côté AFNOR, vous faites quoi en matière de RSE, vous, en tant qu'entité ? Alors, on est des cordonniers, donc on n'est pas forcément les mieux chaussés. On a eu des bas et des hauts, pour rien vous cacher. On n'a pas eu de difficulté à avoir le petit noyau d'écolos convaincus qui a fait des superbes actions. C'est qu'on a essayé de passer au 1000, que ça a été plus compliqué. Et avec un syndrome que vous avez peut-être rencontré dans vos propres entreprises, c'est la RSE, c'est comme Monsieur Jourdan, je travaille dans la transition énergétique et écologique. Donc j'en fais assez. Dans mes gènes, et j'en fais. Bon, ce qui est une réaction totalement stupide. Il suffit de regarder les derniers scandales à répétition d'un certain nombre d'associations aux missions très nobles et qui n'ont pas été exemples de scandales, de harcèlement, de détournement, de tout et n'importe quoi. Donc déjà, faire comprendre à tout le monde que c'est pas parce que vous travaillez dans l'énergie, dans le social, dans l'environnement, dans les déchets, dans l'économie circulaire, que vous faites de la RSE. Voilà, c'est un point essentiel pour aller de l'avant. Et pour pousser un peu le trait d'ailleurs, je vous invite à regarder les politiques environnementales ou RSE des entreprises qui sont dans des secteurs un peu décriés, brocardés, les gens qui font des armes, les gens qui font des cigarettes, les gens qui font de l'alcool, eh ben, ils mettent la barre très haut. Voilà, on pourrait s'en inspirer. Donc, bon, juste pour vous dire ce qu'on fait à l'ADEME, bien sûr, on n'a pas mis qu'on allait faire de la transition écologique et énergétique dans nos objectifs d'RSE, puisque c'est notre mission propre, mais on travaille, et je ne rentrerai pas dans le détail, parce que vous connaissez tout ça dans vos propres entreprises, on a défini des axes un peu stratégiques qui sont en général autour de la gouvernance, au niveau de l'expression et la construction d'une expertise pluripartite et collective, qui sont autour du développement des salariés. Et puis on traduit ça avec des actions, une feuille de route, et on en rend compte à notre comité exécutif, comme doivent le faire, je pense, un certain nombre d'entreprises dans la salle. Pour boucler sur ce qu'on disait en introduction, moi, je pense que la RSE, c'est bien sûr une grande chance pour l'environnement, parce que ça a remis le sujet un peu en haut du tas. C'est une chance pour la société dans son ensemble, et c'est surtout aussi une chance pour les entreprises en termes d'adhésion, parce que les sujets d'adhésion aujourd'hui, dehors de la protection des salariés et un peu de la protection de l'environnement, il n'y en a pas tant que ça, et arriver à refondre un esprit d'entreprise, de contribuer à un esprit de service aussi, ça passe peut-être que la RSE, c'est un bon média pour ça. En tout cas, nous, on en est convaincus, et on sera ravis de le partager avec vous. Merci. Ok, côté Agence parisienne du climat ? Côté Agence parisienne du climat, alors moi j'ai un parcours dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie papetière auparavant, donc la RSE ça me parle pas mal, et aujourd'hui sous une autre perspective, j'ai la chance d'avoir une équipe de 23 personnes qui sont des gens qui sont hyper engagés. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je pense qu'on n'est absolument pas structuré, enfin la politique RSE, elle n'est pas structurée, on la vit un peu au quotidien, on met en œuvre des pratiques, notamment je parle en termes de mobilité, il y a à peu près la moitié de l'équipe qui habite en première couronne, parfois plus loin. Il y a 100% de mobilité douce dans l'équipe, donc ça c'est quand même une satisfaction. On lutte autant qu'on peut contre l'usage du plastique, et là je prends juste un exemple, ça vaut le coup de se battre contre ça, et je passe le message, et c'est absolument pas un jugement, simplement que si toutes les personnes présentes dans la salle changent aussi ou diffusent le message que non, on ne peut pas vraiment continuer comme ça. On essaye de le faire aussi. On a la chance d'être dans des locaux qui sont au milieu du parc de Bercy. Donc les collaborateurs vont tous les jours déjeuner, chercher à manger où ils amènent de chez eux, mais à Bercy Village. Bercy Village, on est en train de se dire, on va monter une opération avec les commerçants de Bercy Village
par rapport à l'usage du plastique, parce que c'est juste pas possible, ne serait-ce qu'à cette petite échelle. Je pense qu'il faut faire des expérimentations très locales. On se dit, non seulement aller voir les commerçants et essayer de les sensibiliser au sujet, et ça peut passer par des pratiques qui peuvent ne pas leur plaire trop parfois aussi, mais bon, à un moment donné, il faut se bouger. Et puis également, aller travailler avec les entreprises qui sont sur ce territoire des rives de Seine, c'est-à-dire vraiment le côté Avenue de France et le côté Bercy Village. On va aller voir ces entreprises, leur demandant si elles ont envie de s'engager, si leurs collaborateurs sont prêts également à jouer le jeu, par exemple sur une semaine. Donc on va chercher des partenaires aussi pour monter ce genre d'opération. Ça passe par là. En fait, et c'est aussi pour ça qu'on est vraiment à disposition des entreprises pour mener ce genre de défis, parce qu'on l'organise déjà. On organise les défis zéro déchet et les défis et famille à énergie positive. Donc l'idée étant d'engager, encore une fois, soit des citoyennes, des citoyens, soit des collaboratrices, des collaborateurs dans ce genre de démarche. Et puis je suis assez contente de dire aussi qu'on a une parité parfaite au sein de l'équipe, avec la moitié de femmes et la moitié d'hommes, et 2/3 du CODIR est féminin. Donc voilà. Super, merci. Et vous, Franck? Nous, on a évidemment une politique RSE depuis de nombreuses années, puisqu'on prêche... Non, plus sérieusement, on a une politique RSE depuis 4 ans seulement. Mais l'enjeu essentiel, que ce soit pour la normalisation ou pour la certification, c'est le sujet du carbone. Parce qu'évidemment, pour représenter la France dans toutes ces instances et aller se mettre d'accord avec des pays de l'autre bout de la planète, ça passe par beaucoup de déplacements. Et quand on va évaluer des entreprises, quand on va labelliser des entreprises, et j'espère bientôt sur l'excellence de service encore plus nombreuses, eh bien ça passe par du déplacement. Donc l'enjeu, là, on s'est fixé une feuille de route d'ici 4 ans, ce qui est assez ambitieux, compte tenu du fait qu'il va falloir se mettre d'accord avec d'autres pays, tenir des conférences téléphoniques et non pas être physiquement à tel ou tel endroit. Ça va être un sacré enjeu. Et auditer une entreprise à distance, ça peut se faire, bien sûr. Il y a des modèles sur le numérique, sur la cybersécurité, on le fait déjà. Mais il va falloir le faire sur tout type d'audit. Et je peux vous dire que l'ambition qu'on s'est mis pour 4 ans, j'espère qu'on va y arriver, parce qu'effectivement, c'est un changement de modèle pour l'AFNOR, complet. Très bien, je vous remercie tous les 3 pour cette première table ronde et pour vos éclairages et témoignages. Merci, je les applaudir. On l'aura compris, le tableau maintenant est dressé et on vit donc la fin d'un monde, pas la fin du monde, juste la fin d'un monde, mais qu'il est temps d'agir. Alors, on a, pour certains d'entre nous, commencé à agir il y a quelques années. Pour d'autres, c'est plus récent, mais peu importe, il faut prendre le train maintenant en marche.